EB mu toujours mesuré, phi cette application, psi cette application. Alors phi est une forme bilinéaire symétrique positive, LR2 est complet pour la demi-norme N2, et psi est une forme sesquilinéaire hermitienne positive, et LC2 est complet pour la demi-norme N2. Alors il y en a qui parlent d'espace pré-hilbertien, réel ou complexe. Alors moi ça me gêne un petit peu parce que ce sont des formes qui ne sont pas définies. Démonstration dans le premier cas, donc je vous laisse vérifier, c'est immédiat, cette linéarité. La symétrie aussi est immédiate, la positivité, et puis la norme elle est définie comme ça, et c'est donc N de F, dont on sait que c'est une semi-norme, et on a vu que LR2 est complet pour cette semi-norme. Dans le deuxième cas, linéarité, donc à gauche, et puis à droite, alors à gauche, donc, et à droite, c'est un peu plus compliqué avec le conjugué, mais c'est tout aussi immédiat. Forme hermitienne, parce que psi de GF, c'est ça, et ça correspond bien au conjugué de psi de FG. Oui, alors au passage, on a vu que si F appartient à LC1, alors F bar appartient à LC1, et que l'intégrale de F bar, c'est le conjugué de l'intégrale de F. Psi de FF, hein, c'est ça, positif, et puis si je prends racine carrée de psi de FF, ça fait ça, c'est N2 de F qui est bien une demi-norme. On va montrer après que l'espace est complet pour N2. Remarque, là, quand on écrit ces opérations, on a le droit de le faire parce que si FG appartient à LR2, eh bien on sait que FG appartient à LR1. Et c'est pareil pour l'autre. L'autre c'est FG qui appartiennent à LC2, donc G bar lui aussi appartient à LC2, et donc FG bar appartient à LC1. Alors, LCP, est complet pour NP si Fn est une suite de Cauchy de LCP NP, alors elle est convergente dans LCP NP. Démonstration, quel que soit epsilon positif, il existe grand N tel que N et K supérieur ou égal à grand N implique que NP de Fn moins Fk est inférieur ou égal à epsilon, mais la partie réelle de... quand on prend la valeur absolue de la partie réelle de Fn moins Fk, c'est inférieur ou égal au module de Fn moins Fk, et donc NP de la valeur absolue de la partie réelle va être inférieur ou égal à NP de ça, qui est égal à NP de ça, qui est inférieur ou égal à epsilon, d'où je déduis ça, et donc que la partie réelle de Fn est de Cauchy dans LRP, et donc elle converge vers une fonction f, puisque LRP est complet pour la semi-norme. Donc vers une fonction f de LRP. De même pour image de Fn qui va converger vers une fonction g de LRP. Donc si je prends Fn égale partie réelle de Fn plus i partie imaginaire de Fn, ben ça va converger dans LCP vers la fonction f plus ig. D'accord? F plus ig qui appartient bien à LCP parce que fg appartiennent à LRP et que LRP s'est inclus dans LCP. Les espaces LP, alors vous noterez la différence, c'est grand LP. Alors en fait on les invente parce que les autres espaces LP qu'on a vus avant avaient un défaut, c'est que NP n'était pas une norme, mais c'était une semi-norme. Là ça va être une norme. EBmu est un espace mesuré, P un réel supérieur ou égal à 1. Sur ces espaces-là, on considère le sous-espace vectoriel des fonctions qui appartiennent à LP, donc LRP ou LCP, et qui vérifie f de x égale 0 mu pp. On pose alors grand LP égale LP quotienté par n, c'est-à-dire LRP est égal à ça, LCP est égal à ça. Et on note comme ça, F chapeau,
la classe d'équivalence d'une fonction f. Donc dire que f chapeau est égal à g chapeau, ça équivaut à dire que f moins g chapeau égale à 0 chapeau, c'est-à-dire que f de x moins g de x est égal à 0 presque partout, et donc f de x égale g de x presque partout. Donc, dire ça, ça équivaut à dire que np de f moins g est égal à 0, et ça implique que np de f est égal à np de g. On pose donc np de f chapeau est égal à np de f, puisque si f chapeau égale g chapeau, de toute façon np de f est égal à np de g. Alors on a affaire à une semi-norme sur LP. Bon, np de f chapeau est égal à np de f supérieur ou égal à 0, bien sûr. np de f chapeau plus g chapeau égale np de f plus g chapeau égale np de f plus g égale n inférieur ou égal à np de f plus np de g, et ça c'est égal à np de f chapeau plus np de g chapeau. Si lambda appartient à R ou C, suivant qu'on est là ou là, np de lambda f chapeau est égal à np de lambda f chapeau, c'est-à-dire à np de lambda f, qui est égal à module ou valeur absolue de lambda np de f, et donc à module de lambda np de f chapeau. Et enfin, np de f chapeau est égal à 0, implique que np de f égale 0, implique que f de x égale 0 presque partout, et donc que f appartient à n, et donc que f chapeau égale 0 chapeau. Et c'est ça qui fait qu'on a affaire à une norme. Les espaces LP, NP sont complets, donc les deux. En effet, si Fn chapeau est une suite de Cauchy de grand LP, NP, alors on a, par définition des suites de Cauchy, on a ça, qui équivaut à dire ça, et qui équivaut à dire ça. Donc, ça veut dire que la suite Fn de Cauchy dans l'espace petit LP et NP, et de Cauchy, pardon, dans cet espace qui est semi-normé et qui est complet, hein, on a vu qu'il était complet, et donc ça veut dire que la suite est convergente vers f appartenant à LP. Donc Fn chapeau va converger vers f chapeau dans LP grâce au lemme que je vais montrer ici. En effet, si Fn, dire que Fn converge vers f dans LP, ça veut dire quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique que np de Fn moins f est inférieur ou égal à epsilon. Ça implique que np de Fn chapeau moins f chapeau est inférieur ou égal à epsilon. Et ça dit exactement que la suite Fn chapeau tend vers la suite f chapeau, cette fois-ci dans grand LP. EB mu est un espace mesuré pour f chapeau appartenant à LRP ou LCP, on pose ça. Donc on va pouvoir intégrer f chapeau. Alors c'est possible parce que si f chapeau égale g chapeau, alors f de x égale g de x presque partout. Donc les intégrales sont égales. Donc on a ce schéma-là, avec une fonction ici qui est linéaire et qui implique que psi est linéaire. Donc l'intégrale de f chapeau, c'est aussi linéaire. Sur LR2, on pose ce produit scalaire là, qui fait que LP est un espace pré-hilbertien réel complet. Et sur LC2, pareil, sauf qu'on remplace G par G bar, et on obtient un espace pré-hilbertien complexe complet. Démonstration, on vérifie d'abord que ça ne dépend pas du représentant. Dans le premier cas, on écrit ça, mais on a ça qui est égal à ça, et puisque F1 est égal à F2 presque partout, G1 égale G2 presque partout, il existe n négligeable, tel que pour x appartenant à moins n, on a ça. Et donc ça fera 0, et donc on aura ça qui sera égal à ça. Donc ça veut dire que ça c'est égal à ça presque partout, et donc l'intégrale de F1G1 est égale à l'intégrale de F de G2, c'est-à-dire à ça. Donc c'est bien indépendant des représentants de F chapeau, G chapeau, et la bilinéarité et la symétrie sont évidentes, c'est bien défini positif, positif, défini, voilà. C'est idem pour l'autre, sauf qu'il faut remplacer dans la formule G1 par G1 bar. On utilise ça. Et pareil, il existe une partie négligeable. Et en dehors de cette partie, on a ça. Et donc, on va avoir ça. Donc ça sera 0. Ça sera 0. Et donc, on va obtenir que ça, c'est égal à 0. Donc, en fait, c'est égal à 0 presque partout. Et donc, ça va être égal à ça.
Hein, c'est-à-dire que là, je peux remplacer ça par ça, et ça, je reconnais le produit scalaire de f de chapeau, g de chapeau, et le reste est identique. Espace L infini, norme N infini, E mu toujours un espace mesuré, f de E vers R, on pourrait même prendre dans R bar, hein. M appartenant à R bar, on dit que M est un majorant essentiel de F si f de x est inférieur ou égal à M, presque partout. C'est le cas par exemple, plus l'infini est un majorant essentiel, puisque f de x est inférieur ou égal à plus l'infini. Toujours. On appelle borne supérieure essentielle de f la borne inférieure de l'ensemble des majorants essentiels de f, donc elle appartient à R bar. Si M est un majorant essentiel de f de x est inférieur ou égal à M presque partout, donc inférieur ou égal à A dès qu'on prend A supérieur ou égal à M, hein, presque partout bien sûr. Donc A, tout A supérieur ou égal à M est un majorant essentiel de f. La borne supérieure essentielle alpha de f est un majorant essentiel de f et c'est le plus petit des majorants essentiels de f. Il y a juste à démontrer ça, parce qu'à partir du moment où c'est un majorant, comme il s'agit de la borne inférieure de l'ensemble des majorants, ça va être le plus petit. Si alpha est supérieur à moins l'infini, on prend n, un entier naturel non nul, il existe Mn, borne essentielle de f, vérifions ça, et un négligeable qu'on peut choisir dans B, tel que si x n'appartient pas à Nn, f de x est inférieur ou égal à Mn. Donc on considère n la réunion de tous ces négligeables, donc ça appartient à B, c'est négligeable, et si x n'appartient pas à n, quel que soit n, x n'appartiendra pas à Nn, et donc f de x, on aura cet encadrement, qui nous dit que f de x est toujours inférieur à alpha plus 1 sur n, quel que soit x n'appartenant pas à n, donc f de x est inférieur ou égal à alpha, dès que x n'appartient pas à n, et donc f de x est inférieur ou égal à alpha presque partout, puisque n est négligeable. Donc alpha est bien un majorant essentiel. Et si alpha égale moins l'infini, on fait la même chose, sauf que à la place de alpha plus 1 sur n, c'est ça. Donc il existe Mn, borne essentielle, telle que Mn est inférieur à moins Mn, à moins n, pardon, il existe un négligeable, et dès que x n'appartient pas à ce négligeable, f de x, qu'on choisit dans B, hein, f de x est inférieur ou égal à Mn, et donc inférieur ou égal à moins n. Donc si x n'appartient pas à la réunion de ces négligeables, on a toujours ça. Et donc f de x est égal à moins l'infini, qui est donc un majorant essentiel, et j'ai expliqué pourquoi c'était le plus petit. Si f va de x dans R ou C, on atteint n infini de f, la borne supérieure essentielle de module de f, et on la note n infini de f. On a alors n infini de f supérieur ou égal à 0, module de f de x inférieur ou égal à n infini de f presque partout. Démonstration, supposons que m soit négatif, majorant essentiel de module de f, alors module de f de x est inférieur ou égal à m est inférieur à 0 presque partout, ce qui est faux parce que f de x en module est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à B. Et E, évidemment, n'est pas négligeable. Donc les majorants essentiels de module de f sont supérieurs ou égaux à 0, et donc n infini, qui est le plus petit, va être supérieur ou égal à 0. Comme n infini de f est un majorant essentiel de f, bon, on a évidemment module de f de x qui est inférieur ou égal à n infini de f presque partout. Si n infini de f est inférieur strictement à plus infini, on dit que f est essentiellement borné. E b mu est un espace mesuré, LR infini, l'ensemble des fonctions mesurables, vérifiant n infini de f inférieur à plus infini, idem pour LC infini. Eh bien, ce sont des espaces vectoriels sur lesquels n infini est une semi-norme, et on a n infini de f égale 0, si et seulement si f de x égale 0 presque partout. Démonstration fg appartenant à L infini, donc un des deux, hein. Il existe n négligeable tel que valeur absolue ou bien module, on va dire module de f de x est inférieur ou égal à n infini de f, idem pour g, quel que soit x n'appartenant pas à n. On réunit les deux ensembles négligeables. Alors si x n'appartient pas à n, inégalité triangulaire implique ça, et donc on a n infini de f plus n infini de g qui est un majorant essentiel de valeur absolue de module de f plus g, et donc n infini de f plus g est inférieur ou égal à n infini de f plus n infini de g,
Et donc n infini de f plus g est inférieur à plus l'infini, donc f plus g appartient à L infini. Et en même temps, on a démontré ça. Si lambda appartient à R ou C, f appartient à L infini implique qu'on a ça. Et module de lambda f de x est égal à module de lambda fois module de f de x, qui est inférieur ou égal à module de lambda n infini de f qui appartient à R+. Donc ça, c'est un majorant essentiel de lambda f, et donc n infini de lambda f est inférieur ou égal à module de lambda n infini de f inférieur à plus l'infini, donc lambda f appartient à l'infini. Si lambda est égal à 0 et l'infini de lambda f, bah, ça va faire n infini de 0, ça fait 0, et c'est égal à module de lambda n infini de f, puisque ça fait 0 fois un nombre n. Sinon, en remplaçant lambda par 1 sur lambda et f par lambda f, je vais obtenir le résultat précédent, n infini de 1 sur lambda f, ça va être inférieur ou égal à 1 sur module de lambda, n infini de lambda f. Et comme ça fait f, ça fait donc ça. Donc j'ai ça, et j'en déduis que n infini de lambda f est égal à module de lambda, n infini de f. De plus, n infini de f supérieur ou égal à 0. Donc ça y est, j'ai démontré qu'on a affaire à une semi-norme. Et n infini de f égale 0, ça équivaut à ça. Ça équivaut à ça. Et donc, j'ai aussi ce résultat. Les espaces vectoriels LC infini et LR infini sont complets. Je prends pour ça une série de fonctions de L infini de N infini, une série absolument convergente. Donc j'ai ça. Pour chaque n, il existe un xn mesurable négligeable tel que on est ça, si x n'appartient pas à xn, et donc je pose x égale l'union des xn. Donc c'est une union dénombrable de négligeable mesurable, et donc c'est négligeable et mesurable. Et je prends gn égale fn fois la fonction caractéristique de moins x. Comme x est mesurable, ça c'est mesurable, multiplié par fn c'est mesurable. Et j'ai évidemment ça, parce qu'il faut bien voir que si x n'appartient pas à grand X, ben Gn de x vaut 0, donc en valeur absolue est inférieur ou égal à n'importe quoi. Donc quel que soit x appartenant à eux, j'ai ça. Donc cette somme-là des modules de Gn de x va être inférieure ou égale à ça, qui est égal à ça. Et donc la somme de 0 à l'infini des Gn de x, alors oui, là je suis dans R. Et donc j'ai une série qui est absolument convergente. Donc convergente. Donc la somme des Gn de x, absolument convergente, va être convergente en R où c'est complet. Donc je vais appeler, à chaque fois j'appelle g de x, quel que soit pour tout x. Donc ça me fait une fonction g qui est égale à la somme de Gn de 0 à plus l'infini. D'accord? Et donc c'est la limite de, quand n tend vers plus l'infini, de la somme de 0 à n. Donc comme les gk sont mesurables, ça c'est mesurable. Et donc la somme aussi. La limite aussi. Pour x n'appartenant pas à x, la somme des fn est égale à la somme des gn est égale à g de x. Et la somme de 0 à n de fk de x en module, c'est inférieur ou égal à ça. D'accord? Donc c'est inférieur ou égal à ça, inférieur ou égal à a. Quand je passe à l'infini, ça me donne tout de suite que module de g de x, parce que quand je vais à l'infini, ça va faire g de x. Module de g de x est inférieur ou égal à a, quel que soit x n'appartenant pas à x. Donc n infini de g est inférieur ou égal à a, qui est inférieur à plus l'infini. Donc g appartient à L infini. Et comme f de x est égal à g de x presque partout, eh bien f appartient aussi à L infini. Une remarque, parce qu'on a utilisé cette propriété qui est évidente, si E B mu est mesuré et que f appartient à LK infini, k égale R ou C, et que g est une fonction de E vers k, f de x égale g de x presque partout implique que f appartient à L infini et n infini de f est égal à n infini de g. Démonstration f mesurable et f de x égale g de x presque partout implique g mesurable. F appartient à L infini, donc il existe n1 négligeable tel que on a module de f de x qui est inférieur ou égal à n infini de f, quel que soit x appartenant à E privé de n1. Mais f de x est égal à g de x sur E privé de n2, où n2 est négligeable, ça vient de ça.
Et donc pour x n'appartenant pas à n1 union n2, qui est un ensemble négligeable, on a donc module de g de x qui est égal à module de f de x, qui est inférieur ou égal à n infini de f. Donc on a g qui appartient à n infini, et au passage n infini de g qui est inférieur ou égal à n infini de f. Alors maintenant qu'on a f et g qui sont toutes les deux mesurables, on va inverser g et f et on va obtenir de la même façon n infini de f qui est inférieur ou égal à n infini de g, donc il y a égalité. Si la mesure est finie et si p appartient à R et supérieur ou égal à 1, on a forcément L infini, alors LC ou LR infini, qui est inclus dans LP. Démonstration, si f appartient à L infini, on a ça, quel que soit x appartenant à E moins n où n est négligeable. Donc, valeur absolue, module de f de x à la puissance p est inférieur ou égal à n infini de f à la puissance p. Et donc l'intégrale, je peux toujours la prendre, c'est positif. L'intégrale de ça est inférieure ou égale à ça. Et donc, et ça c'est quoi? Ça c'est une constante, n infini de f à la puissance p. Je la sors, donc multipliée par la mesure de e qui est finie. Voilà, car c'est fini. Donc, après, j'ai plus qu'à prendre à la puissance 1 sur p, j'obtiens que np de f est inférieur ou égal à n infini de f multiplié par mu de e à la puissance 1 sur p, qui est inférieur donc à plus infini. Donc ça, si f appartient à l'infini, donc ça veut dire que f ici appartient à LP, puisque np de f est inférieur à plus infini. D'accord? Donc ça appartient à LP, et donc je vois bien que L infini est inclus dans LP, et c'est terminé. On regarde le cas très particulier où E est un ensemble fini ou infini dénombrable. L'attribut B est P de E. Si E est fini, on peut noter E comme ça. Si E est infini dénombrable, comme ça. Et une fonction f de E vers R ou R bar est assimilable à une suite du K égale f de K. Quel que soit B appartenant à BR ou BR bar, f-1 de x appartient à P de E. Donc toute fonction de E vers R ou R bar est mesurable. Soit mu une mesure sur EB, A une partie non vide de E, A c'est la réunion des x appartenant à A, disjointes, donc mu de A va être la somme des mesures des singletons x quand x appartient à A. Donc mu est déterminé par ces mu de x. Donc si E est fini ou infini, on va se donner des réels mu i, chacun va correspondre à la mesure de EI. Donc si A est inclus dans E différent de vide, mu de A va être la somme des mu i pour EI appartenant à A. Et on pose mu de A est égal à vide, et c'est évident que mu est une mesure sur EB, et les mesures sur EB sont donc toutes de cette forme. Une mesure sur EB est donc sigma fini, parce que mu de E peut s'écrire somme de 1 à n de mu de EI si E est fini, et sinon somme de 1 à l'infini de mu de EI si E est infini et dénombrable. Si E est fini, alors mu est fini. C'est évident, puisqu'à ce moment-là, mu de E est égal à somme de 1 à n des mu i. Alors, quand je dis, c'est bien des réels, ça ne peut pas être égal à plus l'infini. Si E est infini dénombrable, mu de E est égal à somme de 1 à plus l'infini des mu i, donc elle va être finie, si et seulement si cette famille sommable est inférieure, ou cette série, comme on veut, c'est pareil, c'est des nombres positifs, est convergente. Dans les deux cas, fini ou infini dénombrable, la mesure mu est complète, car si on prend une partie de E, car toute partie de E est mesurable, donc en particulier les parties de mesure nulle. Alors c'est quoi d'ailleurs les parties de mesure nulle? A inclus dans E, A est négligeable si et seulement si mu de A égale 0, puisqu'on a vu que toute partie de A est mesurable. Et ça équivaut à dire que la somme des mu de x pour x appartenant à A est égale à 0. Et donc ça équivaut à dire que mu de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à A. C'est-à-dire que les parties de mesure nulle sont les parties où la mesure de chaque élément qui appartient à cette partie-là est égale à 0.
Intégration sur E bému dans le cas où E est fini. Si E est fini, toute fonction f de E vers R prend un nombre fini de valeurs, donc est étagée. Si UI est égal à f de EI, on a f égale somme des UI 1 des UI, et l'intégrale f des mu va être égale à somme de UI mu I. Mu I est égal à mesure de I. Parce que les EI sont 2 à 2 disjoints. Si P appartient à R supérieur ou égal à 1, f puissance P va alors être égal à ça, et MP de f à ça. Et donc inférieur à plus l'infini. Donc si f est une fonction de E vers R, elle appartient à LP. Toute fonction est de puissance Pm intégrale. Et pour P égale à 1, toujours avec ça, f appartient à L1, et l'intégrale de f des mu est égale à somme de 1 à 1 des u mu I. Pourquoi? Parce que cette intégrale est égale à ça, donc est égale à ça, donc à ça, et comme ça, ça fait ça, d'où le résultat. C'est à peu près la même chose pour l'intégration dans le cas où E est infini dénombrable, donc EI égale ça, f de E vers R, f de EI égale UI, sauf que là, f est étagé si et seulement si f de E est fini, ce qui n'est pas systématique. Alors si f de E est fini comme ça, f va être égal à somme de 1 à p des lambda k, 1 sur, enfin, fonction caractéristique de f-1 lambda k. Et en fait, donc ça j'appelle f1 ça, et en fait ça va être égal à somme des ui 1 ei, j'appelle les deux. Pour voir ça, il suffit de vérifier pour chaque élément de E. Donc f de ei est égal à lambda k, ça implique ici que f1 de ei va être égal à lambda k, d'accord? C'est-à-dire à f de i, c'est-à-dire à ui, c'est-à-dire à f2 de... Alors, c'est-à-dire à f de i, et de l'autre côté, f2 de i, ça fait justement ui, donc c'est pareil. Voilà. Donc, l'intégrale de f des mu est égale à ça. Elle est égale à ça. Ça, c'est l'intégrale d'une fonction étagée. On est d'accord. Maintenant, si f va de E vers R+, bon, d'abord, on sait que toute fonction est mesurable. Il n'y a aucun problème, on l'a déjà dit. Fn, on va poser Fn égale, alors elle est positive, donc les UI vont être positifs. UI, c'est toujours f de i. On pose Fn égale ça, donc la somme de 1 à n. D'accord, elle est étagée, positive. La suite est croissante et il est évident qu'elle tend vers f. Donc la somme de f des mu va être égale à la sub pour n de la somme de fn des mu. Alors le sub pour n de cette somme, on sait que c'est la somme de 1 à n des ui mu i. On l'a démontré avant. Donc c'est la somme de 1 à l'infini des ui mu i. Ça appartient à R bar plus, parce que c'est pas forcément une série qui est convergente. Alors, au passage, non, pas au passage. Et si P est supérieur ou égal à 1, FNP, ça va être somme de 1 à n des UI puissance P. Alors, toujours F positif ici. 1 EI, qui est étagé positif. FNP croissant tend vers F puissance P. Et donc, somme de F puissance P, c'est pareil, va être égal à ça, ça et ça. D'accord? Donc, après, si on a une fonction quelconque, NP de f, par définition, c'est la somme de valeurs absolues de f, et valeur absolue de f prend les valeurs absolues de ui, en i, et donc NP de f va être, si f est quelconque, NP de f va être égal à la somme de 1 à l'infini des mu i, valeur absolue de ui, à la puissance p, à la puissance 1 sur p. Donc on voit que f appartient à LP, si et seulement si, somme de 1 à l'infini des valeurs absolues des ui à la puissance p mu i est inférieure à plus l'infini. Si p est égal à 1, f est intégrable, si et seulement si, ça est convergent. Autrement dit, si la série somme des mu i ui est absolument convergente. Alors, l'intégrale de f des mu, ça va être pareil que là, est égal à l'intégrale de f plus des mu, comme ça f plus est positif, moins f moins des mu, là aussi f moins est positif, et donc ça fait la somme de 1 à l'infini des mu i
ui plus moins somme de r infini des mu i ui. Alors, on peut faire cette soustraction et dire ça, parce qu'il faut bien comprendre que f plus, en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de f, et justement, cette série-là est convergente. Donc la somme des mu i ui plus va être convergente. Et c'est pareil pour la somme des ui moins. Donc c'est pour ça qu'on peut faire ça. Et donc ça fait la somme des mu i ui plus moins ui moins. Et ça c'est exactement ui. Donc ça fait la somme des mu i ui. Et donc on trouve le résultat. Voyons maintenant la mesure de comptage sur E P de E. Donc on prend comme tribu P de E. Donc mu c'est la fonction définie sur P de E à valeur d'un R bar qui a A associe le cardinal de A. On peut noter comme ça, si A est fini, et plus infini autrement. Montrons que mu est une mesure. Eh bien, quel que soit A appartenant à P de E, mu de A est supérieur ou égal à 0 puisque c'est plus l'infini ou bien c'est un entier naturel. U de vide est égal à cardinal de vide égale 0, soit AN est une suite disjointe de B, XN égale l'union de AN des AK et X égale l'union de AN, union des AN, donc là à l'infini. Si l'un des AK est plus l'infini, alors comme il est inclus dans X, eh bien le cardinal de AK est inférieur ou égal au cardinal de X, qui fait que cardinal de X va être égal à plus l'infini. Et donc on aura bien cette égalité puisque des deux côtés il y a plus l'infini. Si les AK sont tous inférieurs à plus l'infini, eh bien le cardinal de Xn c'est la somme de AN des cardinaux de AK, parce qu'ils sont 2 à 2 disjoints, et c'est inférieur ou égal à X puisque Xn est inclus dans X. Donc ça va être inférieur à ça tout le temps, donc quand n tend vers plus l'infini, on a ça. Alors, si ça c'est égal à plus l'infini, l'autre va donc être égal à plus l'infini, et donc on aura encore l'égalité mu de x égale somme de 1 à plus l'infini des mu de n. Sinon, sinon c'est un réel. Mais en fait c'est un réel qui est un entier, hein. D'accord, parce qu'on n'additionne que des entiers. Mais par définition de la limite, il existe grand n tel que n supérieur ou égal à n implique que l'on est ça. Et comme ici c'est un entier, que S est un entier, eh bien ça implique que ça va être égal à ça. D'accord ? Et donc puisque ça va être égal à ça, ça veut dire que pour n supérieur à grand N, tous les AK, tous les cardinaux sont nuls. Cardinal de AN est donc toujours nul. Donc AN est toujours vide. Et donc X, qui était l'union de 1 infini des AK, va être l'union de 1n des AK. Et son cardinal va être égal à la somme des cardinaux de AK, qui est S, qui est somme de 1 plus l'infini des cardinaux des AK. N'oublions pas qu'ils sont tous nuls à partir du rang n plus 1. Donc j'ai encore ça. Et donc mu est bien une mesure. Toute fonction f de E vers R est mesurable, parce qu'on a choisi comme tribu P2. Dans le cas où E est fini, ou infini dénombrable, eh bien on est ramené au cas qu'on a étudié précédemment, mais avec UI, alors on pose UI égale avec le MUI qui veut toujours 1. Parce que la mesure de comptage vérifie évidemment que mu du singleton, ça fait 1. Donc on reprend les formules et les propriétés qu'on avait avant. E est fini et f est une fonction de E vers R. Elle est forcément dans LP. NP de f est égal à somme des 1 à n des valeurs, alors des cardinaux, non, des valeurs absolues de f de EI. Donc des UI à la puissance P. Le tout à la puissance 1 sur P. Normalement, il y a MUI ici à côté, mais il vaut 1, donc je ne l'ai pas mis. F appartient à L1, et son intégrale est égale à la somme des UI MUI, mais MUI vaut 1, donc ça fait ça. Et la même chose si c'est dénombrable,
D'accord? Mais à ce moment-là, f appartient à LP si et seulement si cette série entière, alors tout à l'heure c'était avec lui, hein, mais là il vaut 1, est inférieur à plus l'infini. Et alors, np de f est égal à ça. D'accord? Et dans le cas p égale 1, f appartient à L1 équivaut à somme de 1 à l'infini des valeurs absolues de UI est inférieure à plus l'infini. Et alors, l'intégrale de f est égale à somme des UI. Tout à l'heure, il y avait des MUI, hein, ici et ici. Enfin, ici, pardon, ici, il y avait des MUI. Mais il n'y en a pas maintenant, des MUI là à côté. Hein. Donc, ils valent tous 1. Donc, c'était ici fois 1. Bon, ben là, il n'y en a pas, et donc ça fait ça.